Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur des mythes humains, explorant leur profondeur et leurs influences à travers le temps. Je vous propose de me rejoindre pour une discussion un tant soit peu réfléchie sur le rôle essentiel des mythes dans la compréhension de notre humanité et dans la construction de notre réalité collective. L'homme et ses mythes. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup ne se penchant guère sur ces questions n'ont du mythe que le sens vulgaire, employé de manière relativement péjorative aujourd'hui, celui de la chimère dénuée de réalité. Pour d'autres, un peu plus au fait de la culture antique, le mythe apparaîtra le plus souvent comme une vieille histoire grecque à propos d'Ulysse et d'un cyclope. Ce sera exact, réducteur au possible, mais exact. Le mythe est un récit mettant en scène des personnages considérés réels, aux traits anthropomorphiques, c'est-à-dire humains, dans une immense majorité des cas, effectuant des actions, traversant des épreuves, subissant des châtiments auxquels les êtres humains pourront s'identifier. Si on les compare aux contes classiques, délibérément fictifs, à la morale pouvant être généralisée, la particularité des mythes réside en leur composante historique, puisqu'ils sont par définition considérés comme vrais, que le sujet soit héroïque ou cosmogonique. Ils possèdent donc une double lecture que les contes n'ont pas. D'abord historique, par laquelle ils légitiment directement la société et ses croyances, puis, ensuite, et à l'aide de métaphores et de symboles, ils en disent long sur l'homme tel que perçu par l'époque et la culture portant le mythe en question. Ce qui différencie le mythe du conte est donc bel et bien le fait que le mythe est avéré, ce qui le rend central dans l'expérience quotidienne de ceux qui y croient. Il y a en le mythe cet aspect définissant que le conte n'a pas puisque, reconnu fictif, ce dernier ne peut que témoigner d'une réalité, pas en être à l'origine. Le mythe est un outil puissant, surpuissant. En réalité, c'est l'outil le plus performant que l'Homo sapiens sapiens ait jamais eu à disposition. Oubliez les plumes, les sabres, autres revolvers et bombes atomiques. Hérité du temps où sa conscience n'était encore qu'une esquisse, la réalité de l'homme baignait alors dans un monde d'esprit qui prenait tour à tour contrôle de sa perception et le torturait pendant ce qui semblait être une éternité, puisque le temps n'existait que peu. La conscience était un état singulier, et ceux s'en approchant d'un peu trop près sans savoir à quoi s'en tenir faisaient l'expérience d'une terreur sans nom, d'une folie plus ou moins définitive, d'une détresse psychologique certaine, ce que Platon illustra des millénaires plus tard par la formule suivante : ceux qui créèrent les mots croyaient au délire. Outil essentiel par nature, tant la moindre de nos actions peut être retracée jusqu'au temps où nous éprouvions le monde essentiellement sur ce mode, le mythique est inhérent à l'homme. Il est, chronologiquement, sans doute, le premier mode cognitif dont nous avons fait l'expérience. Un mode mythique où tout faisait parfaitement sens, mais où ce dernier nous échappait encore. Depuis, on ne cesse d'y avoir recours. La moindre de nos inventions est un perfectionnement, une incarnation, une projection de contenu mythique à l'état brut. C'est ainsi que le mythique transpire dans nos vies, par ses éléments. Tellement qu'on ne le voit même plus. Mais le mythe en lui-même est une toute autre affaire. Une toute autre affaire car il possède une forme complexe, une structure, un arc narratif, même simplissime, et revêt un enjeu. Le mythe est porteur de sens, c'est pourquoi il est aussi catalyseur d'énergie. Que cela signifie-t-il ? Eh bien, que sa présence même réveille en celui y ayant été exposé une potentialité restée en sommeil. Le mythe actionne, anime,
contextualise. Le mythe pousse à la réalisation, à l'effort, à la transition. C'est un agent de développement de l'être qui, manié à dessein et ou avec intuition, permet l'avènement d'une civilisation. Les mythes, nous en sommes tous bercés et c'est grâce à eux que notre sens des valeurs, notre fierté, notre sentiment d'agir et d'aller en tout comportement dans la bonne direction existent. Plus encore, c'est directement grâce aux mythes que le sens finit par en avoir. De tout temps, il a été appelé en renfort afin d'unifier les expériences et donner au corps de l'humanité un ancrage commun, familier, de sorte que les conduites s'uniformisent et que la survie du groupe soit assurée, ou tout du moins possible. Car oui, il est avant tout question de survie. Dans les cultures archaïques, ne comptant alors tout au plus que quelques centaines de bras, il était capital que chacun œuvre dans l'intérêt de la tribu sans trop se poser de questions. Privation de liberté, scanderont les milices modernes bien pensantes, mais nous évoquons un temps où la notion de droit n'avait encore aucun sens. La réalité, à ces époques, était une réalité d'interdépendance. Tous dépendaient de chacun sans aucun intermédiaire, de manière ultra pragmatique, et le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences dramatiques. Chaque personne étant indispensable, adulte, vieillard, enfant, il était donc crucial pour fédérer le groupe de penser un récit commun, basé sur la sagesse des ancêtres, leur culte, leurs méthodes, leurs valeurs, sans espoir de n'en dévier en rien. Pourquoi ? Encore une fois, par pur pragmatisme. Si le mythe pouvait être conté, c'est qu'il y avait des oreilles pour l'entendre, oreilles qui n'auraient pas été là si les anciens n'avaient pas, en tout, eu raison. Ensuite, la conscience s'affranchissant lentement et de plus en plus du chaos primordial, le mythe se complexifia, quittant la sphère holistique du traditionnel pour un métaphorique aux dieux maîtres de leur propre domaine auquel l'homme ne peut prétendre avoir accès. En Occident, le temps des ancêtres touchait à sa fin. Pourquoi, encore une fois ? Il y a sans doute de multiples raisons à cela, mais il me semble au moins important d'en citer deux. La première dépend directement du niveau de civilisation. Le perfectionnement de l'outil entraîna une nécessaire expertise qui permit au groupe d'atteindre un nouveau nombre ainsi qu'un seuil de confort jusque-là inégalé, et favorisa le développement d'un archétype structurant et non mythique, l'ego. Cet ego nécessaire au sacrifice d'un certain temps à un apprentissage spécifique dont d'autres se passaient bien, sans que tous puissent pour autant faire l'impasse dessus. Mais ce nouveau paradigme, ces nouveaux modes cognitifs, ont eu leurs victimes, les ancêtres au cœur des mythes de jadis. Car dans le monde antique, mais aujourd'hui occidental, on réalise vite que les avancées obtenues, quel que soit le domaine, surpassent en tout, bien des fois, les temps anciens. Sortis de la survie au sens strict, les peuples s'émancipent et les ancêtres tombent. Sans effet de leur règne, ils deviennent peu à peu obsolètes. De plus, les générations passant, on revisite leurs mythes de façon dévoyée et fait désormais uniquement contribuer ceux-ci à la légende personnelle de leurs descendants directs. Moi, héritier de la force de mon aïeul, ayant conquis un village, viens dans, ou plutôt pourrait tant, raser deux. Lentement, la lignée devient outil de propagande personnelle et les premiers signes d'hubris apparaissent. La seconde raison du tournant métaphorique pris par le mythe réside dans le fait que, en cas d'annexion, conversion ou tout autre acte de prédation d'un groupe sur l'autre, il aurait été impossible de faire adhérer le vaincu à un mythe reposant sur des ancêtres n'étant pas les siens. Et foule confuse ne fait pas bons esclaves. Des divinités archétypales, métaphoriques, furent ainsi préférées aux hommes des temps anciens. Immortels,
Elle vivait dans un espace-temps parallèle aux désormais fidèles, qui devaient sacrifier, offrir, prier à leurs pieds, de sorte que leur vie se maintienne en équilibre. Le mythe était devenu immortel, contemporain, divin, mais personnel. Personnel car dynamique. Se recoupant sans cesse, il laissa chacun choisir son camp. En fonction de son métier, sa maison, son histoire, le Dieu retenu protégeait son disciple de la foudre des autres, ou tout du moins entamait sur le plan supérieur une négociation en son nom. En ce temps-là, il n'était plus question de réelle survie pour le groupe, la civilisation ayant déjà posé des bases qu'une catastrophe locale n'ébranlerait plus. La promesse restait cependant la même, à l'échelle individuelle. Ce fut la naissance des héros au sens où nous les connaissons aujourd'hui. Dire que l'archétype du héros contribua à façonner nos personnalités individuelles serait un euphémisme. Tout, chez nos contemporains, n'est que rêve de gloire personnelle, conquête égocentrée, culte de ce corps ou cet intellect dont la nature nous a dotés. Tout, chez nos contemporains, n'est qu'illusion, tant il échappe au plus grand nombre que le voyage du héros est cyclique et non linéaire. Il est important de s'arrêter sur ce point. La plupart des gens n'ont du cyclique que le synonyme de répétitif, ce qui tempère grandement l'excitation qu'ils voient en la chose. Il en est tout autrement pour le qualificatif linéaire, qu'ils ne comprennent pas non plus, mais qui à leurs oreilles sonne comme positif, puisqu'il fait écho à la destinée, au contrôle que l'on peut avoir sur tout, et se borne à 2 dimensions. 2 dimensions alors que le cyclique, loin d'être un cercle, est en réalité une spirale, une vis sans fin, ascendante ou descendante, c'est selon comment on la verra, qui ne nous force pas à repasser au même endroit, mais nous invite à approfondir, à l'occasion, notre connaissance de nous-mêmes, et ce, presque sans limite. Mais, comme je viens de le mentionner, cela, la plupart des gens ne le comprend pas. Ou, plus exactement, c'est notre esprit rationnel qui n'apprécie pas cette idée. Pour lui, le répétitif, puisque c'est de cela qu'il doit s'agir, est une menace de non-accomplissement, un châtiment, comme Sisyphe et son rocher, la reconnaissance d'un échec. C'est ainsi. Dans notre idéal moderne, tout doit désormais être une construction, une avancée vers la légende que nous nous devons d'être. Nous sommes devenus bâtisseurs de notre propre tour, et vu ce qu'il nous en coûte, il n'est pas question de l'édifier tous les 4 matins. Le cyclipe, pour nous désormais absurde, presque kafkaïen, nous ramène à la vieille idée de cette survie déplaisante dont on ne peut complètement se débarrasser. Complètement car nos activités professionnelles et nos vies quotidiennes sont en majorité écrasante composées de tâches répétitives dont dépend aujourd'hui notre nouvelle survie. Une survie sociale, morale, à un niveau de confort décent pour l'homme contemporain. Cette survie, ce répétitif, ce quotidien bassement humain, on l'aborde généralement de 3 façons distinctes. La première, on l'omet avec application, tant il ne fait généralement pas rêver, même lorsqu'il est apprécié. Deuxièmement, on se met à en souffrir, ouvertement, tant la figure du martyr reste populaire sous nos latitudes. Enfin, cas un peu exceptionnel, on s'en vante, s'il nous donne un ascendant sur autrui. Avoir quelqu'un sous ses ordres est par exemple un puissant indicateur de statut. Il est à noter que cette option est le principal recours des natures narcissiques qui n'ont, en règle générale, aucun problème avec le répétitif, au moins tant qu'elles en retirent une valorisation quelconque. Nous n'avons d'autre choix que de nous concevoir en héros. D'abord, et c'est le point positif parce que tel est le cas, il n'y a pas d'alternative. Notre parcours de vie ne peut être qu'héroïque. Ensuite, et c'est moins glorieux, car les injonctions de la société que nous avons enfantées sont si présentes qu'il nous faut désormais nous inventer une légende personnelle pour espérer rester sain d'esprit,
tout comme dans la compétition. Sans cela, on perd toute valeur à nos propres yeux, avatar de ceux d'autrui, et l'on devient ce monstre que le non-héros ne peut qu'être. Ineptie. Mais que voulez-vous? La peur, comme le cœur, a des raisons que la raison ignore. Notre légende personnelle, devant dès lors s'écrire hors du cadre monotone et répétitif d'une vie sans accent, il nous appartient de remédier à cet état de fait par tous les moyens. Par exemple, érudition, cause à défendre, goût, activité, choix de lieu de vacances et opinion sur tout et rien. Ce que le commun des mortels entend aujourd'hui par linéaire. Ce linéaire qui n'existe en rien, mais qu'il se paye tout de même le luxe de ne pas comprendre. Un linéaire de petites choses, qui, chacun l'espère consciemment ou non, aura pour résultat, et il y a maints niveaux d'exigence, la plus belle légende une fois le point final posé. C'est un comble, quelque part. À ne pas saisir le sens, l'intérêt et la beauté du cyclique du mythe, l'humanité fuit désormais vers un substitut linéaire n'ayant aucun sens et ne s'opposant même pas à ce qui l'effraie. Quel rapport avec le mythe de jadis, me demanderez-vous? Plus aucun. Plus aucun, à l'exception près que chaque personne se rêve désormais être un mythe à elle toute seule. Car le héros contemporain, aberration, ne vit que dans la certitude d'en être déjà un, en puissance. Son mythe se doit d'être. Alors il est. Ne reste pour son protagoniste qu'à jouer la part qui est la sienne, en toute grandiosité. Pourquoi donc avoir opté pour cet angle plutôt qu'un autre? Car nous avons désormais le sentiment que ces à-côté pour lesquels en fin de compte nous vivons aujourd'hui vraiment nous définissent bien mieux qu'un travail anonyme pour lequel nul n'est indispensable. Résultat, nous nous faisons uniques, rares. Et ce qui est rare est cher, ou en tout cas se doit d'être la source de toutes les attentions. Et c'est là que nos ennuis commencent. Le drame du mythe personnel, celui de notre projection inconditionnelle dans ce héros à la trajectoire, hélas, grandiose, prédestinée et donc linéaire, est qu'il nous fait de facto considérer l'autre comme un personnage secondaire. Là pour nous aider, nous entraver, qu'importe, un personnage crucial certes, mais de moindre importance. Bien entendu, dans un coin de notre tête, nous savons bien que chacun est le héros de sa propre histoire, digne d'intérêt. Mais tout de même, si nos intérêts divergent, pourquoi devrait-on perdre notre temps, compter, à considérer autrui comme égal, puisque la nécessité l'impose afin que nous restions héros vertueux à nos propres yeux, si cette considération nous prive de vivre notre histoire, de réaliser notre œuvre? Si cette considération nous prive de l'unicité dont on dépend aujourd'hui tant? À force de redéfinition égocentrée, de détachement à nous-mêmes, d'insensibilité à ce qui nous entoure, nous sommes aujourd'hui paradoxalement devenus plus fragiles que jamais. Et pourtant, le mythe de Narcisse nous avait mis en garde. Pourquoi l'a-t-on ignoré? Et pourquoi diable l'ignore-t-on encore? Eh bien tout simplement parce que dans une certaine mesure, chacun choisit ses combats, c'est-à-dire ce sur quoi il jette son dévolu. C'est ainsi. Et que l'indifférence est le meilleur bouclier qui soit contre la culpabilité de ne pas avoir choisi le combat d'autrui, si d'aventure ce dernier venait un jour à frapper à notre porte. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, ou plutôt chacun chez soi et mes moutons seront les meilleurs, sinon les plus importants. Selon le mythe personnel dont chacun a aujourd'hui besoin pour que sa vie conserve un peu de sens, nous sommes tous promis à de grandes choses, individuellement, et cela supplante presque systématiquement l'intérêt commun ou le repense à notre trône. Aujourd'hui, il n'est plus que question de savoir si l'on réussira à vivre notre légende personnelle. L'enjeu n'est plus la survie, n'est plus la vie non plus. L'enjeu, c'est la survie.
vie. Cette idée qu'on puisse la façonner à notre guise, la dramatiser à souhait pour qu'elle devienne digne d'être vécue. Hérésie. Le sens n'a rien d'une finalité, et les auteurs que nous sommes tous ne s'intéressent qu'au succès et nullement aux détails qu'ils égrènent sans prendre le temps de vérifier si oui ou non ces derniers s'inscrivent dans une continuité. Ainsi, nous avons bel et bien recours à un contenu mythique, certes, mais le mythe dont nous accouchons n'a rien de construit, ni de transcendant. C'est une petite histoire qui s'autosuffit, anodine, vite oubliée, invariablement remplacée par celle de ceux dont on aimerait qu'ils se la rappellent. Cette petite histoire, c'est un agrégat. Plus un mythe, mais un florilège, une décoction. Une collection sans queue ni tête de tout ce qu'on s'est un jour rêvé être. Mais voilà, à force de tous vouloir les vivre, les mythes ont fini par ne plus en vivre aucun. Et alors, nous répond une société qui, par nos mains, poussa le mythe à prendre refuge dans l'art. Faites donc de vos vies une œuvre d'art, et n'en parlons plus, martèle-t-elle encore, se délectant de la valeur marchande que nous pourrons individuellement prendre et des ressources qu'il nous faudra pour y parvenir, sans que cela influe le moins du monde sur notre rôle d'engrenage anonyme dans sa mécanique bien huilée. Cynique époque. Et tout le monde court. Après un peu de gloire, de reconnaissance, l'ombre du moindre succès, notre nouvelle survie en dépend, et son train ne nous attendra pas. Anonyme, nous sommes désormais en compétition frontale avec le reste du monde. Ces autres, aux histoires légitimes, tout aussi brouillonnes, mais moins grandioses que la nôtre. En tout cas, nous nous y emploierons. Encore une fois, question de succès. Bien vite, ce dernier devient une obsession. Le mythe est alors mis à contribution, anticipé. La propagande que l'on peut faire de nos propres performances et conquêtes est en cela révélatrice du mal qui aujourd'hui atteint nos héros. Des héros boulimiques, souhaitant désormais jouir de leur propre légende de leur vivant, croyant ainsi tromper une mort qui, elle, se moque de savoir si récit sera fait des gesticulations de chacun. Captifs de cette hubris ordinaire, les héros d'aujourd'hui ne peuvent décemment entendre que leurs légendes s'éteindront avec eux. Ceux y ayant été jusqu'ici exposés, trop occupés à forger les leurs, en se repaissant, charognards, du moindre prestige laissé au soleil. L'Occident a, en la matière, bien des pas de recul à faire pour restaurer un rapport sain au mythe, mais d'abord à leur essence. Sans cela, derrière l'hubris ordinaire guette, patiente, la décadence. Le mythe, qui dépeignait à l'origine un avenir commun, a été minoré au profit de celui élevant l'homme au-delà de lui-même. En cela, il s'est fait fantasme. Bien, mal, ne jugeons pas. Qui pourrait? Cela dépendra, pour notre espèce, de ce à quoi nous aspirerons demain. Aujourd'hui est un jour gris. Il serait temps que le vent se lève. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. À très vite.